Sur caisse-de-son.com, on s'entretient avec le directeur de la programmation du Festival d'été de Québec qui se déroule cette année du 6 au 17 juillet prochain. On parle à Louis Bellavance. Comment est-ce qu'il va, Louis? Ça va très bien, toi. Ben oui, j'imagine là, que tu dois être super content. Enfin, la programmation est dévoilée. Et quelle programmation exceptionnelle. Bravo. Merci. On est très content de l'accueil qu'on a à date. Très content du résultat malgré le processus laborieux. Tout ce qui compte, c'est le résultat. Puis on est super heureux avec ça. Oui, parce que les gens se rendent pas compte de toute la logistique. C'est comme un gros casse-tête, un puzzle à assembler une programmation. Et quelle a été la plus grande difficulté cette année, le plus gros défi, le plus beau défi pour votre équipe? Évidemment, là, l'incertitude qu'on a eu toute l'année, puis qui finalement est tombé en place au mois de peut-être à la fin février avec les annonces gouvernementales. Puis ça nous a permis d'aller de l'avant de façon plus nette. Mais il a fallu se rendre jusque-là. Il a fallu naviguer à travers une année comme ça avec un pas en avant, un pas en arrière. Comme tout le monde dans tous les secteurs de l'économie ou dans plusieurs, ça a été des défis importants. Mais la réponse a fini par arriver dans un moment où on était encore capable de faire la différence, de revenir avec nos négociations, de terminer ça. On a pris un petit peu plus de temps qu'on aurait voulu en raison de ça, mais au final, on est là puis la réponse est excellente. Donc, faut pas s'attarder au processus une fois que tout est lancé. Je pense que là, c'est entre les mains des gens de nous donner leur appréciation là-dessus. Puis on voit que la réponse en termes de vente est excellente aussi. Programmer un festival aussi, il faut y aller avec les aléas de l'actualité, tout ça. Et je trouve ça vraiment cool de votre part. Vous avez impliqué même l'Ukraine dans votre programmation. Je trouve ça vraiment intéressant avec un super bon groupe en plus. Oui, Daka Braka, ce sont des grands leaders en musique du monde. C'est parmi les groupes les plus excitants en ce moment sur ce plateau-là. Et puis, ils viennent tout juste de fuir, en fait, la guerre chez eux et de se remettre sur la route. C'est pas une tournée qui était annoncée, prévue. C'est arrivé suite aux tristes événements qu'on connaît. Et puis, on a absolument voulu prendre la balle au bon et puis leur donner une chance de venir jouer chez nous. On les a déjà accueillis au festival. Performance extraordinaire à chaque fois où on voit ce band-là. On est envoûté, on est sous le charme, puis aujourd'hui, ça prend une autre signification. C'est la moindre des choses ce qu'on peut faire leur permettre de faire rayonner leur culture, de se faire entendre, de se faire voir, d'attirer l'attention du monde entier sur ce qui se passe là-bas. Je pense que c'est très important qu'on puisse faire notre part de ce côté-là. Vraiment cool, vraiment exceptionnel de pouvoir découvrir les formations qui viennent de partout à travers le monde. Et là, vous, comme au hockey, vous avez un premier trio solide de All-Star, là, comme on dit. Et je parle de Rage Against the Machine, Maroon 5 et Luke Combs. C'est certain que c'est toujours un défi. On a eu le temps. Malheureusement, on a eu le temps. On savait que Rage allait nous attendre, si on veut, et faire partie de notre affiche. Après, on se dit, où est-ce qu'on va pour compléter un Rage Against the Machine? Et puis pour nous, avec le système où on fait pas de billetterie quotidienne, vraiment, on est plus en mode festival. On essaie d'aller dans des directions opposées. On essaie d'avoir une offre qui va permettre de rejoindre le plus de gens possible. Et ça nous prend des artistes qui ont quand même un grand pouvoir d'attraction. Donc, un groupe comme Maroon 5, évidemment, c'est un des rares artistes, là, il n'y en a pas des tonnes aujourd'hui, qui peut s'appuyer sur autant de grands succès à travers les époques. C'est pas un groupe qui vient défendre son meilleur single qui date d'il y a 25 ans ou simplement la chanson populaire de l'année. C'est un groupe qui fait les deux. Il y en a de moins en moins. C'est vraiment une belle prise. C'est un groupe qui fait toujours beaucoup de bonnes business un peu partout dans le monde. Et puis, Luke Combs, là, on est sur la saveur du moment. C'est la superstar en country. C'est quelqu'un qui se produit essentiellement dans des stades uniquement aux États-Unis maintenant et qui a un ascendant extraordinaire sur cette musique-là, qui est en train d'abattre des records de Garth Brooks qui date d'il y a très longtemps et qui a surtout la prétention de pouvoir triompher avec le même niveau de gloire que ce qu'il fait aux États-Unis dans des marchés un peu moins traditionnels pour le country comme le Québec. Et puis, en ce moment, il y a tout ce qu'il faut pour backer ces affirmations-là, si on veut. Donc,
on est très content, puis on voit que les résultats, puis le bruit autour de l'avenue de Locombe, c'est vraiment important. Ça prend un petit côté un peu joueur de poker, gambler, parce que lorsque vous avez pris le pari d'amener le country sur les plaines d'Abraham, il y a quelques années de ça, c'était un guest et les gens ont répondu. Je me trompe ou le country fait de plus en plus de bruit au Québec? Là, il y a une fréquence qui vibre avec la population, avec le country ici? Vraiment, on parle de new country pour être un petit peu plus pointu là-dessus, mais oui, il y a une résonance très forte au Québec. C'est un marché qui, le genre musical, le country, tout comme la musique latine, ce sont les deux secteurs qui ont le plus de croissance en ce moment en Amérique du Nord, incluant au Canada, au Québec. C'est pas encore les secteurs dominants. Le rock, le pop sont très forts. Évidemment, le hip-hop qui est le secteur numéro 1 en ce moment dans le monde, pour toutes sortes de raisons. Mais c'est ceux qui ont le plus de prise de vitesse en ce moment. Puis quand on écoute attentivement quelqu'un comme un Luke Combs ou un Eric Church ou tellement d'autres, on n'est pas si loin d'un Bon Jovi ou de beaucoup de choses qu'on aime et qu'on a toujours ici dans nos racines très, très fortes. Donc, le new country, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une forme de rock et c'est pas surprenant que les gens du Québec embarquent autant là-dessus. Ça brasse, ça bouge, ça amène l'énergie où il y a moins de relève peut-être en ce moment dans le monde avec une musique qui est très rock. Et puis, le new country répond à ça. Les gros solos de guitare, de la musicalité, une grosse présence. Et puis, je pense que c'est là pour rester. Là, c'est un test qu'on fait vraiment à un autre niveau avec un produit comme ça qui est un triple A. Et là, on veut voir si la réponse va être triple A sur cette soirée-là. Et on pense que oui, c'est bien parti. Évidemment, la vraie réponse, on va l'avoir seulement le soir même, puisqu'on ne vend pas de billets de cette soirée-là seulement. Mais si la réponse est très bonne, comme on s'y attend, ben on va pouvoir revenir dans le futur avec ça, avec des gros noms. Et il y en a plusieurs. Et puis, c'est vraiment intéressant de faire ce test-là cette année. Ben oui, tout à fait. Et parlant de triple A, on n'est pas dans les batteries, là, mais si on parle d'électricité, on reste dans le domaine électrique. Le côté festif aussi, les plaines d'Abraham qui se transforment en méga dance floor. Tu parlais de musique latine avec Luis Fonsi qui est là cette année, qui va attirer beaucoup de gens aussi. Marshmallow, l'électrofec aussi revient. Ça aussi, c'est des paris que vous avez faits et vous avez gagné ce pari-là. Absolument. Quand on a commencé ça, 2012, on a amené Skrillex sur les plaines. Ouais. C'était audacieux. On se demandait, on entendait un bruit de fond qui se compare à ce qu'on entend aujourd'hui avec la musique latine-américaine. Et on sentait qu'il y avait un appétit. On savait pas à quel point c'était rendu chez nous, à quel point c'était important. Et ça s'est bien passé. Et depuis, d'année en année, ça a progressé jusqu'à peut-être se stabiliser. Et maintenant, cette soirée-là est vraiment un incontournable de notre offre. Il y a des gens pour qui peut-être c'est le soir ou peut-être le seul qui vont couvrir dans leur édition du festival. Et c'est très bien comme ça aussi. Et si on peut recréer la même chose avec des marchés comme le country ou la musique latine, on ouvre des portes à des tonnes de nouveaux nouvelles têtes d'affiche, des gens qui ont des grandes carrières qu'on était frileux à programmer. Et ben là, ça nous donne des options de plus, évidemment, pour renouveler ce bassin d'artistes-là qui ont la capacité de jouer sur cette grande scène-là, qui c'est pas à la portée de tous quand même. En effet, mais gageons que ça sera un bon succès encore une fois cette année. Comment on bonifie l'expérience pour le festivalier? Parce que c'est rendu un peu le nerf de la guerre aussi. Comment qu'on on fait vivre des émotions en dehors des shows aux festivaliers? Ben, c'est quelque chose qui est incontournable. Je pense qu'on le voit, les attentes sont plus élevées de façon générale. On se déplace dans des événements partout dans le monde à un moment donné, puis on va voir ce qui se passe. Et ça vient avec les nouvelles générations qui ont des attentes plus élevées en termes d'expérience. Ça vient aussi en partie avec nous, on touche une clientèle très, très large. Donc, il y a un certain aussi vieillissement de la population où des gens vont être en recherche de confort. Je pense qu'on n'est plus dans l'époque où les gens sont satisfaits de s'en aller dans un champ, les pieds mouillés, s'asseoir dans l'herbe. À la Woodstock. À la Woodstock, je pense que même les ados sont plus là maintenant. On est ailleurs. Donc, il faut être de son époque. Il faut être raccord avec ça puis essayer d'arriver avec des solutions qui sont de reflet de tout ça.
Puis c'est ce qu'on s'affaire à faire année après année, toujours en améliorant l'offre expérientielle. On veut mieux manger, mieux boire, on veut avoir accès à des zones de confort qui sont pas nécessairement des endroits pour regarder les spectacles, mais ça peut être des endroits justement pour faire un pas de recul, puis dire cet artiste-là, ça m'intéresse un peu moins, je prends une pause pour 30 minutes. Je veux vivre autre chose. Donc, c'est important qu'on réussisse à greffer ces genres d'îlots expérientiels à même nos sites. Puis, on travaille beaucoup là-dessus. On pense que cette année, on fait certains pas significatifs là-dessus, notamment tout ce qu'on va faire au niveau du Parc de la Francophonie avec 2 scènes côte à côte. Ah oui. Ça, c'est une nouvelle façon d'aborder le festival d'été qu'on n'a pas vu jusqu'à maintenant. Donc, c'est de la musique en continu. Au fond, il y a seulement peut-être 5 minutes de temps de recharge entre chacun des spectacles. Dans une soirée, souvent, on se dit, je vais aller voir ça, c'est bon, mais ça, c'est bon. Mais là, est-ce que je vais avoir le temps de me déplacer entre les scènes? Je vais aller voir 3-4 chansons de lui, après ça, une autre 5 chansons de lui. Donc là, avec la nouvelle configuration, ça va rendre ça plus simple, là. Pour ça aussi, on a choisi de concentrer l'offre. Donc, on n'est pas à Place Diouville, qui était pourtant pas très loin, mais parfois juste c'est 5-10 minutes là, pour descendre la côte que ça pouvait freiner certaines personnes. Là, on est à l'Assemblée nationale, au Parc de la Francophonie, puis sur les plaines. Il y a 4 gros plateaux là. Ça se fait vraiment en 2 minutes à pied d'une place à l'autre. On espère que ça va encourager les gens aussi à être plus curieux puis aller faire des découvertes sur d'autres scènes, revenir, créer une certaine mobilité sur nos sites. Donc, c'est vers là où on avance tranquillement. Puis, je pense que c'est des belles améliorations qu'on a hâte de mettre en place cette année. Les stars internationales, oui, c'est important. Ça a son pouvoir d'attraction. Mais aussi, je pense que vous avez un devoir aussi, puis vous le faites très bien, de faire rayonner aussi les artistes d'ici. Lorsqu'on parle, exemple, d'une journée additionnelle avec Charlotte Cardin, une carte blanche, ça aussi, ça va être exceptionnel, là. Oui, absolument. Les artistes d'ici ont toujours été présents en grand nombre. Ça a toujours fait partie de notre ADN. C'est un genre musical aussi important que justement que le rock, le pop ou n'importe quoi. Les artistes d'ici, on les considère comme quelque chose de central. C'est des artistes avec lesquels on travaille à l'année en salle. On fait toutes sortes de choses. C'est le développement, le maintien de la culture musicale au Québec. Donc, je pense qu'il n'y a pas de place pour les artistes internationaux sans faire de la place aux artistes d'ici. Cette année, on a une congestion jusqu'à un certain point. On avait beaucoup de talents de pointe, soit Loud, Charlotte et Half Moon Run, avec qui on avait envie de travailler sur la scène principale. Et puis, s'il n'y avait pas eu de pandémie, on aurait vu Half Moon Run en 2020, on aurait vu Charlotte en 21, puis Loud en 22 probablement, avec d'autres. Mais là, on se disait, écoutez, ces artistes-là peuvent pas être victimes de cette situation-là. On leur fait de la place, on va tasser autre chose, et puis on sait qu'ils vont nous offrir dans les 3 cas là, des cartes blanches, des spectacles concepts sur la scène belle. Ça va être des moments marquants, puis c'est pas les plus petits, mais on s'entend que c'est des artistes qui sont capables de faire des grandes salles, qui l'ont démontré dans le passé. Donc, c'était un no-brainer, comme on dit pour nous, d'aller de l'avant avec ces artistes-là, de leur faire une belle place. Et il y en a comme ça partout dans toute la grille. En fait, on est dans des proportions qui ressemblent à ce qu'on fait toujours, là, à peu près un 40% et plus d'artistes québécois. C'est pas mal toujours ce qu'on fait. Puis on a beaucoup d'artistes canadiens aussi. On a mis des artistes qui étaient là parce qu'ils avaient le talent, parce qu'ils étaient capables de tenir ces scènes-là, de nous faire des performances qui vont être appréciées. Donc, on fait jamais de compromis là-dessus, mais c'est pas difficile de le faire comme ça avec autant de talent qui nous entoure. Le décor rêvé pour des spectacles à grand déploiement. On invite vraiment les gens à se déplacer un week-end, toute la semaine, peu importe, du 6 au 17 juillet prochain. Louis Bellavance, comme programmateur musical, oui, mais comme tripeux de musique en tant que tel, si je te demande, c'est quoi, toi, tes 3 coups de cœur que assurément tu as hâte de voir au festival, au niveau personnel, tes choix personnels? Il y en a plus que 3, mais ton top 3, mettons. Peut-être des Revivalists, un groupe que j'adore de la Louisiane qui va être là le 8 juillet sur une soirée avec l'Australien Dean Lewis. The Revivalists, pour moi, c'est vraiment un des groupes les plus intéressants, un petit peu plus adulte, si on veut, mais que j'adore. Et puis, c'est sûr que je vais pas manquer ce moment-là. J'aime beaucoup la grosse pop de Ty Verdes. Écoute, on le voit beaucoup avec A.O.K., sa grande chanson cette année. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Il y a une énergie, un coup de soleil incroyable là-dedans.
que je voudrais pas manquer. Lui, il va être avec Charlie XCX aussi au Parc de la Francophonie sur la Sainte-Sirius. Donc, c'est 2 trucs que je veux suivre. Puis, j'y vais avec peut-être quelqu'un qui va être sur la scène Hydro-Québec, donc la scène gratuite de Weather Station, une chanteuse extraordinaire de Toronto. C'est vraiment fabuleux. C'est le 13 juillet. Et puis, j'aime beaucoup, beaucoup ce qu'elle fait. Une espèce de Joni Mitchell, un peu jazzy, une voix extraordinaire. Donc, ce serait 3 coups de cœur parmi d'autres. Ceux-là valent la peine. Le fun de se promener, de déambuler à travers le festival lorsqu'il fait beau, une belle soirée, et de se laisser charmer par un son qu'on connaît pas, puis d'y aller par curiosité, de tomber en amour avec un artiste. Tu parlais d'Hydro-Québec. En tout cas, assurément, le courant passe entre le Québec et le FEC, fec.ca pour tous les détails, 6 au 17 juillet prochain, Festival d'été de Québec en édition Full House. Louis Bellavance, directeur de la programmation, merci beaucoup de ton temps. Je sais que tu es très occupé et puis on a bien hâte de se retrouver à Québec sur les plaines d'Abraham ou quelque part dans la ville pour triper au son de votre belle programmation. Merci infiniment, ça va être un plaisir de vous recevoir. Caisse de son.com